est là. Donc, je vais vous présenter un bref aperçu de l'ensemble des activités qu'il y a au LP2N sur Bordeaux. Et je me focaliserai principalement sur un des axes de recherche qu'il y a au LP2N, de peur de dire des bêtises sur les autres axes qui sont loin de mes compétences. Voilà. Donc, je suis Xavier Granier et récent professeur à l'Institut d'optique depuis décembre de l'année dernière. Donc, le LP2N a été créé en janvier 2011, donc c'est très récent. C'est une UMR avec 3 partenaires. L'Institut d'optique, l'Université de Bordeaux 1 et le CNRS. 3 tutelles, pas 3 partenaires, pour être bien précis. Voilà. Et il se trouve à l'intérieur d'un bâtiment entièrement financé et construit par le Conseil régional d'Aquitaine, dont vous avez pu voir une photo sur le bas et qui sera livrée d'ici peu. L'objectif de ce laboratoire est vraiment pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on va essayer d'un côté d'étudier, de modéliser, de simuler les systèmes et les matériaux, les systèmes, les matériaux, tout ce qui est à l'interface entre l'optique, essayer de tout ce qui concerne principalement l'optique, mais aussi tout ce qui va essayer d'être à l'interface avec les méthodes numériques. On va essayer de couvrir les matériaux, les systèmes qui vont du microscopique au macroscopique, avec une spécialité sur Bordeaux, c'est cet assemblage qui existe entre tout ce qui est optique et informatique. C'est vraiment un des cœurs de ce qu'on va essayer de faire sur Bordeaux. Il y a aussi une autre originalité qui est la volonté de développer des outils communs. Et c'est pour ça, ce qu'on va voir quand je vais... C'est pour ça que dans ce que je vais présenter un peu plus tard, ce qui sont les axes, on a un axe vraiment qui est lié au développement de ces plateformes communes et de leur valorisation. On est complètement ancré dans l'écosystème scientifique bordelais et notamment on fait partie du LAFIA qui est un des clusters d'excellence de l'IDEX qui est les lasers et la photonique en Aquitaine. Des personnels du LAFIA sont au sein même du bâtiment, l'Institut d'optique d'Aquitaine. Il y a 6 axes de recherche principaux. On va développer tout ça. Un axe photons et nanosystèmes représenté par Brahim Lounis. Un axe ondes de matière et laser à atomes représenté par Philippe Bouillet. Un axe matière artificielle, matériaux quantiques représenté par Philippe Lalanne. Un axe optique et biologie représenté par Laurent Cognier. Et ces 2 axes qui sont un peu plus originaux, qui sont celui d'un axe vraiment développement instrumental et valorisation, et un axe réalité augmentée, instrumentation, qui est vraiment l'axe de développement des systèmes hybrides entre optique et informatique. Et je vais me concentrer dans l'exposé à faire un tour d'horizon de ce que l'on va entendre dans cet axe-là et de ce qu'on y développe. Voilà. L'idée de cet axe, c'est que, comme l'optique, l'informatique est au cœur de nombreux systèmes et qu'il y a forcément des endroits où il va falloir jouer entre l'interface, entre l'optique et l'informatique. D'une manière générale, on a tous les systèmes qui vont faire de la mesure, puis les systèmes de traitement qui seront plutôt numériques, puis les systèmes de restitution qui seront de nouveau plutôt optiques. Et on va essayer de faire interagir tout ça ensemble. Les personnes, pour l'instant permanentes de cet axe 5 sur Bordeaux, il y a principalement moi-même, Yannick Roland, qui est un professeur invité, Romain Pakanowski à 50% en tant qu'ingénieur de recherche, et Jean Augereau,
Prague, à l'Institut d'optique. Il y a une note particulière aussi pour cet axe, c'est qu'on a un certain nombre de personnes qui sont associées au développement de cet axe-là, qui sont des chercheurs, que cela soit des chercheurs de l'Université de Bordeaux ou des chercheurs, comme on voit au-dessus, de l'INRIA. Il y a 3 chargés de recherche INRIA qui participent activement au développement de toutes ces thématiques. Donc l'hypothèse de travail de cet axe-là, c'est que ce qui nous intéresse principalement, c'est ce que l'on observe. Et ce que l'on observe sur un capteur, que ce soit un capteur physique, un capteur de caméra ou l'œil humain, est le résultat d'une combinaison de la lumière avec, sur une forme donnée, avec des propriétés de réflexion, d'absorption. Donc, pour obtenir un résultat sur un capteur, il existe de multiples combinaisons qui vont donner exactement le même résultat. Si, et désolé pour ceux qui ont déjà vu ce transparent-là, si on regarde ces 2 images-là, dans une image, les 2 matériaux sont identiques, et dans l'autre image, les 2 matériaux sont différents. À gauche, les 2 matériaux sont identiques, pourtant, sur un objet, on n'arrive pas à avoir de reflet, alors que sur l'objet de droite, on voit un reflet. Alors qu'à droite, les 2 matériaux sont différents, alors qu'ils apparaissent un peu plus identiques. Donc il y existe bien de multiples des combinaisons qui donnent des résultats qui soient soit identiques, soit différents, et il faut arriver à les identifier. Le second point est qu'on va essayer d'hybrider l'optique et l'informatique. Et pour cela, on va essayer d'avoir une vue globale de tous les systèmes que l'on veut développer, mais spécialisée. C'est-à-dire qu'on ne va pas développer une approche globale pour tous les cas. On va se spécialiser au cas par cas pour différents contextes d'application. Donc d'un côté, en général, ce que l'on fait, c'est qu'on sépare en 2. D'un côté, il y a tous les modèles physiques qui représentent le monde réel. D'un autre côté, il y a le monde numérique, le monde virtuel, avec tous ces modèles et ces algorithmes. Et souvent, on essaie, plus ou moins au chausse-pied, d'essayer de faire entrer l'un dans l'autre. On fait des mesures. Après, il faut traiter longuement les mesures pour pouvoir avoir des modèles numériques, faire des simulations. Et qu'une fois qu'on a le résultat de la simulation, on se pose la question de comment on fait un retour vers le monde réel. Alors que si, principalement, moi je viens de ce côté-là, et la plupart des gens du groupe aussi, à part Jean Augeron et Jeannick Roland, et ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment d'avoir une idée globale de l'ensemble des systèmes, histoire de raccourcir la distance qui existe entre le monde réel et le monde virtuel. Plus cette distance va être courte, plus on pourra faire interagir des calculs qui vont tourner sur l'ordinateur avec des choses qui se passent dans le monde réel. L'idée, c'est d'essayer d'aller vers quelque chose qui soit le plus temps réel possible. Et je vais reprendre un exemple que des personnes ont certainement vu beaucoup de fois parce que je le réutilise à outrance depuis 3-4 ans, qui est un exemple mais pour moi illustre vraiment très bien le genre de choses vers lesquelles on veut aller. C'est un système dans lequel on va essayer d'arriver à un équilibre énergétique entre un objet réel qui est à votre gauche et un objet virtuel qui sera dans l'ordinateur qui est à droite. Pour cela, on va capturer une information sur l'objet réel qui va être la luminance qui est émise par chaque point de la surface dans chaque direction. Pour capturer cette luminance, on va utiliser une grille de lentilles qui, en quelque sorte, dans notre vision, permet d'avoir de multiples points de vue d'un même objet. Ce nouveau champ lumineux transformé par la grille de lentilles va être capté par une caméra, par un capteur, et les 2 dimensions de la grille de lentilles et les 2 dimensions du capteur nous donnent les 4 dimensions nécessaires pour paramétriser la luminance directionnelle, donc 2 dimensions, émise par chaque point de la surface, donc 2 dimensions. Donc on a bien les 4 dimensions qui sont nécessaires. Une fois que la caméra a capté ce champ lumineux, on peut l'utiliser pour simuler l'éclairement sur un objet virtuel et le champ lumineux que cet objet virtuel va réémettre. On utilise pour ça, on l'envoie ensuite sur le vidéoprojecteur qui passe sur la grille de lentilles et qui va donc éclairer l'objet réel. En faisant une boucle de cette façon, on va avoir l'objet réel qui va se réfléchir sur l'objet virtuel et l'objet virtuel qui va se réfléchir sur l'objet réel.
Donc on arrive à faire interagir le monde réel et le monde virtuel de cette façon-là. Pour pouvoir arriver à ces objectifs, on a plusieurs approches. La première, c'est vraiment l'approche de base dans laquelle on va essayer de comprendre exactement tous les phénomènes qui entrent en jeu à un niveau un peu plus élevé. On peut avoir tous les modèles physiques, que ce soit par exemple pour représenter la géométrie, la forme, toutes les propriétés de réflexion, d'absorption. Mais peut-être qu'il existe des représentations plus haut niveau qui combinent certains des éléments qui seront plus efficaces en termes de mesure, en termes de traitement. Donc on va essayer de monter d'un niveau et aller avec des représentations encore plus macroscopiques. On va aussi se focaliser sur les phénomènes qui sont sur l'observateur. Qu'est-ce qui se passe sur le capteur? Et essayer de trouver la représentation qui permet exactement de faire ce phénomène sur le capteur plutôt que d'essayer de simuler l'ensemble des phénomènes, la géométrie, la source de lumière et les propriétés de réflexion. Pour identifier les phénomènes, on va analyser tous les phénomènes physiques et on va aussi mesurer, simuler pour essayer d'avoir l'ensemble des informations. Alors un exemple d'analyse que l'on a mené, c'est analyser au premier ordre l'équation de propagation de la lumière, l'équilibre lumineux qui existe sur une surface pour savoir quel est l'impact des différents ordres de cette surface sur le signal qu'on a dans l'image. Si l'on se place dans le cas lambertien, une surface diffuse, on peut remarquer que si on prend le gradient de la profondeur de l'objet perçu par la caméra et qu'on applique ce gradient pour déformer simplement une image, donc il n'y a aucune simulation sur la droite, et là, les contrastes sont tels qu'on voit beaucoup moins ce que je voulais dire. Par cette simple déformation de l'image, on commence à percevoir une notion de profondeur. Donc on a vraiment cette influence de premier ordre dans le signal que l'on voit sur le capteur. Si maintenant on s'intéresse à un objet spéculaire, ce n'est plus le premier ordre, mais c'est le second ordre qui intervient, le gradient de l'orientation des surfaces, de la normale. Et si on utilise ce gradient pour déformer une image, ça donne l'impression d'un reflet spéculaire. Donc on a identifié ces deux flots, surface flow, qui permettent de comprendre ce que l'on voit dans une image. Et certainement le système visuel humain utilise ces informations pour essayer de retrouver une information dans les images que l'on voit. L'autre notion que j'ai déjà présentée mardi devant les étudiants en première année, c'est la notion de champ lumineux que j'ai déjà introduite aussi, qui est en quelque sorte, pour chaque point de la surface, on va essayer on ne va pas représenter une scène par la géométrie, propriété de réflexion, source de lumière, mais par la luminance qui est échangée entre chaque point d'une scène, donc KD, et si on s'intéresse à la luminance dans chaque direction, en chaque point de la scène, on a une information 5D qu'on appelle fonction pleine optique. Cela a de nombreuses applications, que ce soit à l'heure actuelle, tout ce qui va être télévision 3D et au-delà de la télévision 3D, c'est-à-dire de la stéréo, avoir vraiment un afficheur 3D. Il y a des gens à Stanford qui ont appliqué ça pour améliorer, dans certains cas, de la microscopie. Et ces mêmes personnes récemment ont développé un produit qui s'appelle la Litro. Et là, vous allez voir qu'il y a des similarités avec des choses que vous connaissez. Et visiblement, on ne l'aborde pas forcément du même angle. Donc, un chat Cartman, visiblement, donc une grille de lentilles, ça ressemble à un analyseur front d'onde d'après les discussions que j'ai commencé à avoir. Mais la façon dont on le pense, c'est que ça nous permet d'avoir de multiples points de vue d'une même scène. Donc, on a beaucoup de pixels, et sur un certain nombre de sous-pixels de l'image, on va avoir un point de vue d'une image. Et on retrouve les 4 dimensions nécessaires pour pouvoir représenter le champ lumineux. C'est un avantage aussi, c'est qu'on peut arriver à capturer un certain nombre de phénomènes. Donc là, on a capturé le champ lumineux émis par un phare de voiture. Ça nous permet après de l'intégrer dans une simulation sans avoir à resimuler toute la propagation de la lumière à travers les multiples optiques qui existent sur le phare.
Et on peut faire des simulations, comme l'on voit, qui ne sont non biaisées, c'est du Monte Carlo par derrière, qui tourne sur une carte graphique et en temps réel. Donc on a réussi à avoir une représentation plus haut niveau qui nous permettent d'atteindre ces objectifs de temps réel qui peuvent être intéressants. Le second point, ce sont les systèmes hybrides. Vraiment, ces systèmes hybrides, essayer de faire des choses qui mesurent efficacement les phénomènes, acquisition dans un sens, qui reprojettent efficacement le résultat dans le monde réel. Quand je parlais des afficheurs 3D, c'est des directions qu'on veut essayer de creuser. Une des idées, c'est qu'on va essayer d'éviter les conversions. Souvent, quand on va faire de la mesure, on fait de la sur-mesure, puis après on fait du fitting pour pouvoir convertir les mesures qu'on a dans un modèle numérique. Il serait pas mal de pouvoir avoir une approche dans laquelle on mesure directement les coefficients d'une représentation. Quand je parlais de la source de lumière qu'on avait à côté, le modèle est directement composé de l'ensemble des images que l'on a acquises. Donc on n'a pas de retransformation de la mesure pour pouvoir après l'utiliser. On utilise directement la mesure après dans la simulation. Un des exemples les plus forts que l'on peut avoir pour tout ce qui est système hybride, c'est tout ce qui va être réalité augmentée. Donc dans cette vidéo-là, on a sur une vidéo qui était portée, sur une caméra vidéo qui était portée à la main, on a essayé d'estimer quelles étaient les variations de l'éclairement dû au soleil et au ciel pour pouvoir intégrer après un objet virtuel et pouvoir stimuler toutes les variations d'intensité. Un autre objet, ce qu'on appelle la réalité augmentée spatiale, qui est simplement, on va utiliser le monde réel comme support pour faire de la projection. Donc il y a beaucoup de problèmes de reconstruction de la 3D, correction s'il y a des propriétés de réflexion, et savoir quel est le bon signal à envoyer. Ici, on rajoute encore un élément qui va être le suivi du doigt, grâce à cet appareil qui est un LibMotion, qui s'appelle LibMotion, qui permet de détecter une carte de profondeur en temps réel. Donc en fait, on mesure quelle est la forme de la main en passant la main au-dessus. Et je ne pouvais pas m'empêcher de montrer ce résultat-là. Je ne sais pas si certains sont allés au musée de la Marine l'année dernière, mais il y avait une exposition sur les phares dans laquelle il y avait cette statue d'Isis qui était une statue en face du phare d'Alexandrie et dont on a fait la mesure, la reconstitution, qui était exposée l'année dernière au musée de la Marine et qui est exposée en ce moment au musée à Bruxelles. Un autre aspect, ça va être tout ce qui est imagerie non conventionnelle, c'est essayer d'aller vers plus de dimensions. C'est-à-dire au lieu d'acquérir une image, mais voir pour chaque image quel est le nombre d'éléments que l'on va mesurer. Faire en même temps de l'imagerie spectrale, de l'imagerie à haute vitesse, essayer de combiner le maximum d'informations qu'on peut avoir pour chaque pixel. Ouais, je vais passer au suivant. Voici un des prototypes que l'on a à l'heure actuelle, qui a été publié cette année. L'idée est d'utiliser un kaléidoscope pour pouvoir faire de multiples points de vue ou de multiples copies d'une image ou de multiples points de vue d'une scène. On a à la droite un diffuseur et avec ce kaléidoscope, on va pouvoir faire plusieurs versions en sortie du kaléidoscope de l'image qui est apparue sur le diffuseur. Donc dans ce cas-là, on en a 3, en 3D on en aura 9, et donc on aura 9 versions de la même image sur lesquelles on peut appliquer un filtre différent, par exemple un filtre coloré. Donc on va voir un filtre coloré. Après, avec un traitement numérique, on est capable d'aller vers de l'information qui est entre de l'image colorée traditionnelle et en allant de plus en plus vers le spectral en utilisant les filtres que l'on a comme des bases de reconstruction du spectre. Plus on va pouvoir bien sûr multiplier le nombre d'images, plus on va pouvoir faire de l'imagerie spectrale. Et ce qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est qu'une fois si on fait de multiples points de vue d'une même scène, c'est qu'on peut manipuler ce champ lumineux pour essayer de faire de la mise au point a posteriori, comme on peut voir ici. Ce qui serait intéressant aussi, qui n'est pas montré ici, c'est que si on est capable de faire de la mise au point a posteriori, est-ce qu'on ne pourrait pas faire de la mise au point parfaite pour pouvoir corriger
la profondeur de champ que l'on a sur un objet. Là, on peut changer le point de vue. Donc on a un commencement d'information 3D inclus dans l'image, donc on peut changer le point de vue. On n'a pas de gros calculs à refaire. Tout ça tourne en temps réel sur une carte graphique. C'est simplement, en quelque sorte, des réinterpolations des images que l'on a acquises. Est-ce que... Non, si on commence à avoir du vert et du rouge, c'est pour faire de la stéréo, c'est-à-dire qu'on peut visualiser cette image en 3D en créant deux points de vue d'une même scène. Donc rajouter de l'information 3D a posteriori. Et au final, je vais attendre que la vidéo passe. Là, on simule le changement d'ouverture. Et on a rajouté aussi un peu d'aberration, mais de l'aberration qu'on a contrôlée pour faire un certain nombre d'effets. Alors voilà une autre version du kaléidoscope que l'on avait fait, qui permettait d'acquérir plusieurs points de vue. Là, vraiment, le point de vue se comptait en plusieurs dizaines de points de vue différents d'une même image. Le gros problème du développement d'une telle technique, c'est tout ce qui est calibration du système. Il faut vraiment très bien calibrer le système et essayer de savoir quelle est l'information dans chaque partie de l'image pour essayer vraiment de retrouver tous ces différents points de vue. Donc c'est quelque chose qui va être reconstruit dès que le bâtiment sera livré. Un autre point, c'est que maintenant on a tous ces systèmes et on veut quand même pouvoir faire le chemin retour. On veut pouvoir afficher, visualiser, simuler tous ces phénomènes-là. Donc il y a toute une approche qui sera comment créer le bon signal. Donc on avait dans la première partie tout ce qui était simulation. Là on va vouloir s'intéresser à la création d'un signal lisible, c'est-à-dire qui contienne de l'information que l'on soit capable de comprendre. Si on fait de la simulation brute, il y a peut-être visuellement des effets qui vont disparaître, qui vont être masqués. Est-ce qu'on ne peut pas les mettre en avant? Est-ce qu'on ne peut pas faire de l'amélioration d'image pour être sûr, au moment de la simulation, qu'on va voir exactement le phénomène que l'on voulait voir? C'est vraiment une approche là qui s'intéresse au signal que l'on reçoit sur le capteur. En fonction des limites et des capacités d'un capteur, principalement l'œil humain, comment on peut modifier le signal pour le rendre extrêmement lisible. Donc un exemple, voilà une simulation sur un objet. Donc là, c'est 3 matériaux qui ont été mesurés. À gauche, c'est une BRDF d'or. Donc c'est de l'or. Sur le vase, c'est du chrome. Et on a simulé la propagation de la lumière sur ces objets-là. Par contre, il est difficile de voir les écailles qu'il existe sur la joue du dragon. Avec une petite perturbation du calcul, on peut mettre en avant tous ces phénomènes-là. Donc on est parti d'une simulation physique et on s'autorise à rajouter une petite perturbation pour pouvoir avoir quelque chose qui soit au final beaucoup plus lisible. Et une question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il serait possible, une fois que l'on sait que c'est ça que l'on va obtenir dans certaines conditions, est-ce qu'on ne serait pas capable de retrouver quel est le matériau à créer pour avoir exactement ce genre de phénomène, ou quel est l'éclairement à créer sans toucher pour autant à la forme? Enfin, un dernier aspect qui va être celui de la création de l'édition. Là, c'est un aspect complètement synthèse d'image. C'est comment créer des scènes 3D, comment modéliser des scènes 3D, comment éditer les propriétés de réflexion, et ce, de manière intuitive. Même si on a par derrière un modèle physique, comment on peut donner un certain nombre de paramètres intuitifs à un opérateur pour qu'il puisse les manipuler. Et on se base encore sur l'approche phénoménologique qu'on a décrit au départ. Je voulais montrer aussi un résultat, parce que par derrière, tous les outils qu'on utilise sont très proches de ceux qu'on utilise d'habitude en numérique, sauf qu'on se pose une contrainte en général, c'est qu'on veut que les choses soient en temps réel. Donc on travaille l'optimisation et vraiment les méthodes pour que les calculs se passent plus rapidement. On travaille sur CPU, sur GPU.
GPU, carte graphique. Donc là, c'est un mailleur, en quelque sorte, interactif, temps réel, avec un solver d'éléments finis qui tourne aussi en temps réel, et il tourne pas sur carte graphique, celui-ci sur une machine avec 4 processeurs. Et c'est basé principalement, et ça aussi je voulais finir là-dessus. Non, j'ai oublié. Donc je voulais dire que c'était basé sur une librairie qui est développée par un des collègues et qui a reçu récemment un prix à une conférence pour sa contribution à tout ce qui est modélisation géométrique de par son efficacité. Elle s'appelle iGun pour ceux qui veulent tester. Et ceci conclura le tour d'horizon que je fais. Avez-vous des questions virtuelles ou réelles? Je pense que vous vous retrouvez dans la même situation que moi ce matin quand j'ai Moi j'avais une petite question, c'est la statue au musée de la Marine. Oui. Qu'est-ce qu'on doit voir? Là, c'est simplement ça. L'idée, c'est que de plus en plus, maintenant, l'affichage n'est pas simplement lié au fait qu'on va afficher quelque chose sur un écran 2D. On peut l'afficher sur un écran qui va faire de la stéréo, ou sur des écrans qui peuvent générer d'autant plus de points de vue, ou aller vers de l'holographie. Mais aussi, on est capable de recréer des objets réels. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait la simulation, est-ce qu'on est capable en sortie simulation, de créer directement, d'imprimer l'objet que l'on a simulé? Et là, c'est une sortie d'une imprimante. C'est-à-dire qu'on a donné, on a simulé, une imprimante 3D. Et après, ce qu'on voudrait faire aussi, c'est, une fois qu'on a l'objet 3D, à l'aide de certains vidéoprojecteurs, en faisant de la réalité spatiale, on peut changer l'apparence visuelle de l'objet. C'est-à-dire, on est capable de simuler quelle était la polychromie si l'objet était peint avant. Si on peut faire une lampe virtuelle qu'on éclaire avec le vidéoprojecteur, simuler les propriétés de réflexion. C'est intéressant, notamment en archéologie, dans lequel, si on a un objet, il ne faut absolument pas repeindre l'objet qui existe, il faut le garder en l'état. Alors, est-ce qu'il existe des techniques qui permettent de visuellement recréer le même effet que les propriétés de réflexion que l'on aurait, sans forcément avoir à repeindre l'objet? C'est dans la direction où il existe d'autres façons de penser l'affichage que simplement on a une image sur un écran traditionnel. Merci. Ben, on remercie Bordeaux d'être venu jusqu'ici. Et donc là, on va s'intéresser au lens. Donc le lens n'est ni à Saint-Étienne ni à Bordeaux, mais à Palaiseau. Bonjour, je voudrais commencer par une information personnelle. Je viens d'apprendre que Nathalie a son anniversaire aujourd'hui. Et il semblerait que les membres du groupe aient oublié de le signaler. Bon anniversaire, Nathalie. Et puis la deuxième chose, qui est personnelle, parce que cette fois-ci elle me concerne, c'est que la dernière fois où on s'est retrouvé je me suis retrouvé dans cette situation de parler devant les gens du labo des travaux pratiques, c'était en 97 qu'à Chavez, me semble-t-il. Donc, au bâtiment 503, c'était toute une autre histoire. Très peu de gens étaient là. Ça s'était mal terminé, c'est ça? Oh, non, ça s'était très bien terminé. Mais je crois que simplement, je donne la conclusion dès le départ. J'avais dit la même chose que ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est-à-dire que la richesse de l'école et donc des travaux pratiques, c'est ces relations intenses et permanentes avec le laboratoire qui permettent d'élaborer, qui permettent d'obtenir et d'avoir des travaux pratiques qui sont toujours au maximum à la pointe du point de vue des développements de la recherche. J'avais dit, en 97, je venais d'arriver et j'avais insisté sur le fait que partout j'avais été accueilli chaleureusement et qu'on m'avait partout aidé à monter les manifs qui sont maintenant à l'Institut de l'éthique et qui tournent depuis un certain temps. Et le nom a changé, donc les gens ont changé. Et donc c'est Fabienne qui va commencer et qui va nous expliquer pourquoi ça a changé de nom. Non, très rapidement, pourquoi le terme laboratoire? Peut-être je vais vous représenter, vous donner quelques chiffres clés du service DTP devenu LINS, peut-être pour expliquer pourquoi ce nom nous semblait plus pertinent. Donc le LINS, qu'est-ce que c'est?
Donc, déjà, j'en partage la responsabilité pédagogique avec Lionel. Thierry Avignon, ici présent, et ça marche pas. Bon. Il est en marche. Vous voulez ça? Je ne sais pas ce qu'il y a besoin. Non. Chaque fois, je pose la même question. Donc, le responsable technique, c'est Thierry Avignon, qui est là, et il est secondé par un technicien qui est Cédric Lejeune, qui est aussi là, qui est caché derrière. Voilà. Alors, il y a 60 personnes qui viennent enseigner dans le LENS, 60 enseignants, pour prodiguer environ 1200 heures de TP par an, chaque fois pour des groupes d'une trentaine d'élèves, sans compter la formation continue, dans laquelle le LENS est assez impliqué. Il y a beaucoup de stages qui ont une partie pratique et qui se déroulent chez nous. En gros, 100 postes de travail, 70 manips différentes, en gros, dans tout le service. Et sachez qu'un élève qui fait ses 3 années à Palaiseau fait entre 60 et 70 séances de TP au LENS. Ouais, hein, il y en a qui ont passé du temps dans les différentes salles, différents couloirs ici à Palaiseau. Alors je reviens un peu sur les intervenants, parce qu'en fait les intervenants, une grande majorité, c'est vous. Le laboratoire Charles Fabry, évidemment, est c'est le laboratoire de rattachement de 85% des gens qui viennent enseigner au LENS, soit parce qu'ils sont doctorants et sont moniteurs, donc on appelle ça maintenant des doctorants enseignants, dans le nouveau langage universitaire, soit évidemment enseignants-chercheurs, mais aussi chercheurs CNRS ou ingénieurs. Au passage, dans les ingénieurs, je compte Thierry Avignon, parce qu'outre la responsabilité technique du service, il enseigne aussi, il fait profiter les élèves de première année en particulier de son savoir-faire en focométrie, des post-docs et puis des pragues, comme Lionel et moi. Donc on va vous présenter un peu les thèmes qui sont traités. Vous les connaissez, mais vous en connaissez peut-être qu'un bout. Voilà, on vous propose un petit aperçu plus global des thèmes qui sont abordés au LENS. Et puis pour finir, peut-être sur les dernières manips, les dernières réalisations qui ont été faites au LENS. Là, c'est Lionel qui va reprendre la parole. Moi, je vais commencer juste par ce qui n'est pas de l'optique. Il n'y a pas que de l'optique dans le LENS. Il y a aussi des choses qui ont à voir avec l'électronique et le traitement du signal. Donc, je vais vous présenter rapidement de quoi on traite dans cette partie-là. Alors, en première année, il y a des TP, des projets appelés électronique pour le traitement de l'information. Plutôt que tout le programme, voilà un exemple d'une réalisation que les élèves sont capables de faire à l'issue d'un an de formation. Vous avez à droite le circuit qu'ils ont réalisé, conçu, testé en projet en fin d'année. C'est un détecteur optique de fumée. C'est une LED infrarouge que l'on module, une photodiode qui va recevoir un flux dans le cas de présence de fumée, et donc une détection synchrone, amplification, filtrage, une petite alarme qui s'allume, etc. Il y a le schéma général du circuit pour vous montrer un peu quel type d'électronique on fait, des ampli-op, des LED, des transistors, enfin des choses d'électronique analogique radiofréquence de base, et puis complété par un peu d'électronique logique, des circuits logiques reconfigurables, des FPGA pour leur petit nom, ceux qui connaissent. Voilà la première année, et ça c'est complété en deuxième année par du traitement numérique. En gros, en première année, on fait la mise en forme amont du capteur jusqu'à la conversion analogique numérique. Puis on fait aussi la partie aval, conversion numérique analogique vers le contrôle. Et en deuxième année, on va compléter par le traitement numérique, le centre de la chaîne de traitement, avec des microcontrôleurs. Donc on va apprendre rapidement à programmer ces microcontrôleurs en C pour faire un exemple typique, un asservissement numérique d'une température, de la température d'une LED de puissance. Donc un petit module Peltier, donc on va régler la puissance en fonction de la température mesurée
sur une thermistan, c'est le microcontrôleur qui pilote ça. Donc voilà les TP, ETI et Protis, procédés de traitement de l'information et du signal, qui viennent de changer de nom eux aussi. C'est une manie chez certains. Je laisse la parole à Lionel pour la suite du tour d'horizon des thèmes avec l'optique. Alors peut-être aussi une explication sur l'acronyme PRAG, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas, c'est donc professeur agrégé détaché dans l'enseignement supérieur, pardon. Donc on est finalement des enseignants non chargés de recherche par rapport à tous les autres maîtres de conférences qui interviennent dans les travaux pratiques. Et aussi pour insister sur le fait que les enseignants en travaux pratiques, c'est les gens du laboratoire. Il y a plusieurs catégories d'enseignants. Il y en a qui sont effectivement des vacataires ou des moniteurs qui vont rester ici un temps quand même relativement limité et encadrer les TP. Puis il y a aussi des gens du CNRS qui le font depuis très très longtemps. Je vais oublier des gens, mais des gens comme Philippe Delahaye, par exemple, depuis très longtemps encadre les TP. Marc Hanna va prendre la responsabilité, par exemple, des TP laser en 2e année. Et pour nous, c'est vraiment très très important d'avoir des gens qui soient stables et pas seulement des gens qui sont moniteurs. C'est eux qui vont faire évoluer, bien sûr, toujours les manips pour qu'elles soient toujours à jour. Donc très rapidement sur les programmes des TP, on ne va pas rentrer dans les détails. Les premières années, on retrouve les points habituels de l'optique instrumentale. Oui, vous reconnaissez tous la focométrie, la goniométrie, le Michelson donc en 1er semestre, et puis des TP juste un peu plus élevés en 2e semestre avec de l'optique instrumentale, microscope, lunettes afocales, diffraction, etc. Bon, toutes des choses bien standards qui correspondent au cours, bien sûr, de première année de nos élèves. Et donc ça, c'est un cursus que tout le monde fera, même ceux qui iront à Bordeaux et à Saint-Étienne ensuite. Ensuite, en 2e année, donc pour ceux qui restent à Palaiseau, on retrouve les points forts de la formation d'optique instrumentale, vraiment. C'est-à-dire d'abord le cours de polarisation, qui fait suite, les TP de polarisation qui fait suite au cours de 2e semestre à l'école, et puis la photométrie, qui est un cours qui intervient en 2e année. Une chose qui a changé donc récemment, c'est que le cours laser passe en première année, donc dès la première année, les élèves vont manipuler et vont faire un TP hélium-néon, qui avant était en 2e année. Dans le 2e semestre, on passe au TP laser, on commence à rentrer quand même dans des TP plus gros, plus spécialisés. Et les manips, un gros bloc d'aberration, bien sûr. La maison requiert une très très bonne compétence en optique instrumentale et en aberration, n'est-ce pas Gaël? Et on a 4 très grosses manips d'aberration, de caractérisation des objectifs. Et ça, je crois que tous les anciens élèves savent de quoi on veut parler. Et puis un bloc un peu intermédiaire entre l'électronique et l'optique, qu'on appelle bruit détecteur, où on s'intéresse vraiment à la mesure de signal optique, mais aussi à l'aspect bruit et à l'aspect mesure de ce signal. Alors, et ben voilà, là on tombe dans un transparent catalogue, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas dû faire ça, c'est ça, mais c'est pour montrer la diversité maintenant des manips en 3e année. Il y en a dans tous les domaines, on les a regroupés, enfin Fabienne a regroupé dans différents domaines ces manips. Il y en a 20, 21, 22, ça dépend des années. Et en fait, les élèves feront 6, 12 de CTP. Donc l'idée en 3e année, c'est vraiment qu'ils rencontrent des systèmes complets qui sont longs et difficiles à régler, qui reprennent beaucoup de points de leur formation depuis la première année. Alors, il y en a quelques-uns en rouge, c'est ceux que je vais développer après, puisque c'est les réalisations les plus récentes et les plus exceptionnelles, disons, du point de vue des travaux pratiques. Et puis, sinon, il y a tous les domaines, quoi. Optique instrumentale avec l'optique adaptative, bien sûr, je vais en reparler, les lasers avec les dernières générations de lasers. Cette partie-là est souvent encadrée, bien sûr, et depuis très longtemps par François Ballambois, que je remercie beaucoup d'avoir toujours mis CTP au goût du jour, quoi. Les fibres, là les fibres ça a été vraiment réactivé et introduit dans les TP par Nicolas Dubreuil qui n'est pas là, je crois, il est parti. Et puis le côté physique qui de plus en plus maintenant va être pris en charge par les gens du laboratoire d'optique quantique ou d'optique atomique. Et en particulier, vous voyez qu'on a recruté Marc Chénaud pour s'occuper de ça et Thomas Bourdel aussi, je crois qu'il va intervenir. Bon. Il y a un sujet que je veux aborder juste quelques minutes, c'est les projets systèmes en 2e année, parce que c'est peut-être un moyen
où on peut accentuer l'interaction entre le laboratoire et les TP, et qui peut être intéressant pour vous et pour nous, pour l'école, pour les étudiants. C'est des projets qui se font pratiquement sur toute l'année. Enfin, ça commence juste avant la Toussaint par des études biographiques, par une étude du système que les élèves peuvent réaliser en fonction du sujet qui leur est proposé. Et ce sujet peut être très divers. Il n'y a aucune limite. Ça peut être vraiment des choses extrêmement pratiques. On voit par exemple sur la liste des sujets de l'an dernier un adaptateur optique pour smartphone, bon, une petite optique à essayer de réaliser le mieux possible avec son éclairage. Ou au contraire des manips de TP qu'on veut améliorer. Par exemple, les expériences sur les photons uniques, on va voir juste après qu'on a des manips avec des photons uniques. On a mis un groupe d'élèves à travailler sur ces manips pour essayer d'en tirer encore un peu plus, pour essayer d'enrichir les TP pour les étudiants de 3e année. Mais ça peut être aussi à l'extérieur comme mesure de résonance de placement de surface. Ça, c'est un TP qui a eu lieu à l'ONERA, encadré par Julien Jec. Et bon, voilà, on retrouve des problématiques dont on a entendu parler ce matin. Et le dernier, par exemple, un SLM, modulateur spatial de lumière, et ben là, c'est un modulateur spatial qui ensuite a permis de faire un stage plutôt du côté de l'équipe de Magnolia pour essayer d'utiliser un SLM pour coupler dans des fibres monomodes, différents modes. Voilà, et passer d'un mode à l'autre. Donc tout ça pour dire que ces projets peuvent vraiment être réalisés entre les travaux pratiques et le laboratoire, de mon point de vue. Et donc s'il y a des gens qui ont des sujets, mais qui ne sont pas vraiment des sujets d'un long stage, ou bien sûr d'une thèse, quoi, mais juste des choses que vous voulez démarrer, je pense que ça peut être intéressant de venir voir Fabienne, qui va bientôt prendre la responsabilité à temps plein des travaux pratiques, et de proposer ce sujet et de voir si ça peut être intéressant d'avoir pour vous 3 élèves ou 4 élèves de 2e année et les faire travailler pendant toute l'année sur ce type de sujet. Bon. Alors pour terminer, donc, bon, en fait, ah oui, pardon. Il y a en rouge ralentissement de la lumière dans une fibre optique. C'est vrai que c'est celle-là, la manip la plus récente et la plus exceptionnelle qui a été faite en travaux pratiques, dans le cadre d'un projet système par un groupe d'élèves avec Nicolas Dubreuil. Et il a utilisé l'effet Brillouin dans une fibre pour ralentir la lumière. Donc il en ralentit d'une vingtaine de mètres, je crois, sur 2 km. Et donc c'était un résultat très, très spectaculaire. Il avait un groupe d'élèves extrêmement motivés. Et on espère que cette manip, bien sûr, deviendra ensuite un TP pour les étudiants. Essayer d'arriver à comprendre ces phénomènes de vitesse de groupe qui permettent d'avoir une lumière slow light ou fast light. Ah, ben ça passe pas. Il y a une erreur. L'informatique nous joue des tours. Donc, j'ai peur que les derniers soient pareils, c'est ça ? Donc, une des manips les plus spectaculaires, c'est l'optique adaptative. Elle date quand même de... ça a été présenté... Alors ça, c'est des posters maintenant, hein, ça a été présenté en 2005. C'est la 2e manip d'optique adaptative. Et justement, en 97, j'avais présenté la première, avec un miroir SILAS. Donc cette fois-ci, c'est avec un miroir Mirao. Et c'est vraiment une boucle très spectaculaire où les élèves vont pendant 4h30. J'ai oublié de parler du format aussi du TP. Le TP, c'est 4h30. Et donc en 4h30, ils vont étudier les différents éléments de la boucle, le miroir déformable, l'analyseur de front d'onde, et puis faire tourner cette boucle et essayer de comprendre comment effectivement on a une correction qui est un intégrateur pur, n'est-ce pas, Caroline Culsar, qui a très bien expliqué l'optique adaptative ce matin, donc je ne vais pas revenir plus avant. D'ailleurs, elle fait partie maintenant du groupe d'enseignants de 3e année, et elle va prendre en charge l'encadrement de ces manips d'optique adaptative. Voilà, c'est un peu toute l'optique instrumentale en une seule manip. On peut voir les aberrations, voir l'optique de Fourier, et elle est forcément extrêmement riche. Juste un petit retour en arrière aussi. Dans les manips très spectaculaires, bien sûr, il y a les... Là, je crois que les 3 manips dont je vais parler, elles n'existent pas ailleurs dans le service de travaux pratiques. C'est peut-être pour ça qu'on a envie de les citer, bien sûr. Celle-là, c'est la fameuse manip des photons intriqués, donc violation des inégalités de Bell. Et bien sûr, dès que ça a été possible, éventuellement, de monter ça pour un service de travaux pratiques, on a essayé de le faire le plus rapidement possible, sachant que bien sûr ces manips ont été faits par Alain Spacey et Philippe Grangier dans les années 80, et on a été poussé à ce que les élèves voient ça le plus rapidement possible.
Donc, quand je présente cette manip, de manière amusante, ce que je dis, c'est que voilà, l'équipe Alain Aspect, Philippe Granger, etc., et tous ces grands noms ont mis 4 ans et demi pour violer les inégalités de Bell. C'était une manip extrêmement importante. Et maintenant, les élèves le font en 4h30. Donc, finalement, on peut dire que le niveau augmente exponentiellement. Alors, évidemment, ils refont pas tout, mais en 4h30, ils voient tous les éléments, c'est-à-dire la création de cette paire de photons. Ils essaient de comprendre comment on intrigue cette paire de photons. Ces photons sont créés par conversion paramétrique avec un cristal non linéaire. Bon, évidemment, c'est un des points qui permet de la faire beaucoup plus rapidement. C'est ces générations de photons par conversion paramétrique. Et puis, on vient compter les photons un par un. Donc, c'est des manips de comptage de photons avec des modules qui n'existaient pas à l'époque des expériences historiques d'Alain Aspect. En tout cas, à l'arrivée, et avec toute une présentation de la mécanique quantique, les élèves trouvent un paramètre de Bell nettement supérieur à 2, montrant ainsi que le point de vue d'Einstein est battu en brèche par le point de vue de Bohr, en ce qui concerne les fondements de la mécanique quantique. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails là-dessus. Dernière manip dont je voulais parler, et c'est aussi pour moi une façon de remercier les gens du labo. Là, je crois que c'est vraiment Alexei qui a mis un gros coup d'accélérateur pour qu'on ait enfin une manip Hong ou Mendel. Alors les gens appellent ça aussi coalescence de photons. Il s'agit de créer des paires de photons. Oh là, on ne voit pas du tout le transparent, je suis désolé. Et ces paires de photons sont des photons jumeaux, tellement jumeaux qu'ils sont absolument indiscernables. Ils sont uniques et indiscernables. Philippe, tu peux m'arrêter si je dis des bêtises. Et ces photons qui sont absolument indiscernables, en particulier, ils arrivent exactement au même moment sur un cube séparateur. Et à ce moment-là, parce qu'ils sont indiscernables et qu'ils sont uniques, il se produit un phénomène absolument extraordinaire, qu'on retrouve dans le formalisme de l'optique quantique, qui est que ces deux photons vont se marier entre eux. C'est ce matin où j'ai entendu dire que les bosons, justement, ils se tenaient par le bras, c'est l'expression. Donc les photons sont bosoniques et ils repartent bras dessus, bras dessous. Donc brutalement, les deux photons soit partent à gauche, soit partent à droite de ce cube séparateur. Et ça se traduit par un phénomène ici qu'on mesure, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'événements correspondant à un photon qui traverse le cube séparateur, où les deux photons sont réfléchis par le cube séparateur. Il faudrait les mains comme a fait Nicolas ce matin pour expliquer un peu plus clairement. Mais je répondrai. Voilà, donc les élèves font ça, et pareil, c'est une manip extrêmement impressionnante. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que si les élèves font des TP, ensuite, vous le savez bien sûr, je n'ai pas besoin de le dire, mais ils seront forcément attirés par les domaines qu'ils voient au cours des travaux pratiques, aidés dans cette vocation par les enseignants que vous êtes et qui viennent enseigner dans les travaux pratiques. Il y a un dernier transparent important que je dois montrer. C'est que, bien sûr, il y a aussi forcément, par la position centrale en fait, des travaux pratiques, nombre d'enseignants, place, etc. Les IoTech n'existaient plus, je sais, voilà. Non mais je vais en parler juste. Des interactions autres, comme avec la FIE, la formation à l'innovation à l'entreprise, puisque les élèves reviennent vers nous et sont demandeurs, bien sûr, d'un coup de main matériel ou pour commencer à fabriquer des prototypes. C'est vrai que de ce point de vue-là, Thierry Avignon fait un travail immense pour essayer de répondre à toutes les demandes des étudiants. J'ai mis IoTech, oui, non, IoTech n'existe plus, je suis bien d'accord, mais bien souvent, on a eu affaire à IoTech pour faire certaines parties des études qui étaient demandées. Et à l'heure actuelle, puisque IoTech n'existe plus, c'est parfois même le service des travaux pratiques qui prend en charge ces études industrielles. En particulier, en ce moment, là, sur un dermoscope numérique, on doit dire dermoscope numérique, c'est-à-dire justement un adaptateur pour iPhone, pour aller faire des images et traiter ces images des grains de beauté. Donc là, c'est un projet qui est un projet plutôt du type industriel. Et puis, on est souvent contacté pour faire des mesures optiques via aussi Raymond Mercier, par exemple pour faire des mesures avec le Zygo ou des mesures photométriques. C'est les mesures les plus courantes qu'on nous demande, ou des mesures d'optique classique. Donc là, on répond bien sûr aux petites entreprises ou aux laboratoires qui veulent caractériser un élément et n'ont pas les moyens, bien sûr, d'avoir un Zygo chez eux. Je n'ai pas parlé de ces instruments d'interférométrie précis, mais la plupart des gens connaissent. Et les mesures optiques. J'ai oublié quelque chose, Thierry Avignon ? C'était bon, c'est ça ? Ah oui, il voulait aussi que je dise, bien sûr, que, évidemment, vu le rôle central des travaux pratiques et la quantité de TP dont vient de parler Fabienne, c'est une caverne d'Ali Baba. Et si le matériel est disponible, bien sûr, les laboratoires trouvent moyen de trouver, souvent des moyens en matériel et en technique qu'on peut leur prêter.
on ne va pas faire de liste parce que cet échange, à mon avis, est extrêmement fructueux dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire, nous, parfois aussi, de faire appel au laboratoire pour des choses qui nous manqueraient de manière ponctuelle. Merci beaucoup de votre attention. Il y a des idées de côté. Fabienne a oublié le transparent merci que j'ai vu dans les autres présentations. On ne peut pas penser. Avez-vous des questions? Oui, Mathieu. J'ai une question sur les systèmes. Oui. D'après les sujets là, que j'ai Oui. les projets qui ont plutôt l'air d'être en lien avec l'activité du labo, avec des recherches. Est-ce qu'ils sont en lien avec l'industrie, par exemple, industrielle qui a un problème A priori, ça pourrait arriver. Mais en fait, tu connais aussi bien les contraintes de temps. Souvent, c'est malheureusement difficile de le caler exactement sur le cadre d'un emploi du temps d'un projet système. Il va commencer exactement avant la Toussaint et se terminer en mai. Et donc souvent, c'est difficile de phaser ces choses-là. Si c'est une préétude, c'est possible. Là, par exemple, tu vois l'adaptateur pour smartphone, là, c'est un peu ce cas de figure, quoi. Mais ça phasait bien, on pouvait le mettre les gestes sur une partie en tout cas de ce programme. Mais bien sûr, c'est une très bonne idée. Et en termes, par exemple, sur un projet comme ça, si vous devez avoir une découverte de quelque chose, c'est des choses que vous savez gérer ou Bon, c'est quand même. Enfin, découverte, c'est-à-dire. une découverte, mais d'abord sur tous les problèmes de vie. Je sais pas, je me souviens, ouais, à Beauvais, je me souviens d'une très belle manif d'Attention Electrical qu'on a en troisième année, et où les étudiants, par erreur, c'était une manif qu'on n'avait absolument pas demandé de faire, et ils sont tombés sur un phénomène que nous, on n'avait pas prévu non plus. Et donc, ils ont été très bons pour expliquer tout ce phénomène, mais quelques jours après, j'ai découvert qu'un enseignant-chercheur à Caen avait fait le même type, avait fait le même type de manif, quoi. Il n'y a pas beaucoup de chance qu'on tombe sur des résultats publiables du point de vue de la recherche dans le cadre d'un projet système, je pense. Mais ça m'est jamais arrivé. L'été dernier, j'ai rencontré un collègue canadien qui a fait un peu la même chose et qui a aussi une sacrée collection de manifs, mais il n'a pas Bell, par exemple. Et il en a quelques autres. Parce que j'ai dit. Vous êtes favorable à des échanges, par exemple, avec d'autres. Ah ben, le savoir-faire, il faut en prendre partout. Là. C'est-à-dire, ils vont vous demander des vidéos pour Bell. Justement, la manip Bell, elle existe quelque part au Canada aussi. Elle existe aux États-Unis. Il y a un gros laboratoire en Oregon. Il existe à l'université de Durham aussi. Ouais, donc il y a quand même plusieurs gens. Ah oui, parce que maintenant, c'est des anciens qui l'ont fait. Donc, elle a un peu essaimé. La manip HOM. Par exemple, il y a une manif de Lumière dans les laboratoires atomiques. Alors ça, Vincent, il avait commencé à travailler là-dessus. Un des projets systèmes l'avait fait dans le Lumière. C'était pas très stable. De là à le mettre vraiment, Mon collègue canadien, il l'a en manip. oui, c'est tout à fait possible de faire enquêter. J'avais discuté avec des fiches pour vraiment arriver à mesurer les effets, tout ça. Mais on a fait des systèmes pendant il y avait un petit peu d'explication qui est de moins en moins théorique, un peu pratique, mais ça marche toujours. Oui, donc c'est pas si facile que ça quand même. Une fois que c'est peut-être bien structuré, Des petits trucs, c'est pareil, si tu te prends mal, ça peut rater. en fait, la philosophie, moi je faisais ça en TD. C'est des élèves qui faisaient un peu encadré. Après, peut-être qu'il va prendre du temps, 6 mois à dire, peut-être vraiment, on stabilise et après, on oui. Souvent, un projet système ne débute pas sur un TP. Après, il y a encore un long temps de préparation avant que ce soit un texte. Il faut beaucoup de temps. C'est vrai que moi, je vais bientôt laisser la main à Fabienne. Et voilà, c'est aussi un appel au peuple. Il faut des gens qui enseignent dans les travaux pratiques, des gens qui ont envie de monter des nouvelles manifs. C'est vrai qu'on je crois que ma décharge tous les jours plus importante, chacun d'entre nous, et il va quand même falloir. Merci Lionel. 97, 2013, ça fait un bout de temps. Ça revient en 2020. Donc on va poursuivre notre tour d'horizon des services techniques. Et
Et donc là, on va attaquer mécanique, optique et modélisation. J'appuie sur la petite flèche là. Non, parce que nous, les maths, on ne connaît pas trop. Ça marche tout seul. Donc je vais vous présenter notre service, le service mécanique. Nous sommes 3 personnes. Je ne parle pas assez fort. Donc voilà, au service mécanique, nous sommes 3 personnes. Une 3e personne nous a rejoint il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et nous avons donc un bureau d'études avec des logiciels de CAO et un atelier avec des machines où on fabrique des choses assez prismatiques ou de révolution circulaire. Le petit dessin à côté, c'était parce que je n'ai pas trouvé de mouton à 5 pattes, mais en général, en mécanique, on essaie de trouver des petits objets que vous ne trouvez pas ailleurs et qu'on arrive très bien à vous fabriquer. Au bureau d'études, on utilise, nous, 2 logiciels de CAO, SolidWorks, ce qui nous permet de converser avec les chercheurs et avec les ingénieurs, parce que vous utilisez plutôt SolidWorks. Et au bureau d'études, on utilise plutôt CATIA. Bon, c'est sensiblement la même chose, mais le CNRS distribue plus facilement CATIA que SolidWorks. Voilà. La mécanique, donc là ce sont des chiffres, mais on ne va pas regarder les chiffres, on va plutôt regarder la courbe. Grossièrement, la mécanique, c'est les demandes de mécanique des groupes de l'Institut d'optique, c'est à peu près constant. Donc, sauf un pic en 2009, mais qui s'est soldé par en 2010, un petit creux. Mais grossièrement, il y a un petit équilibre qui se fait. Donc les demandeurs de mécanique, c'est tout l'Institut d'optique, c'est le LCF, d'abord, avec tous ces groupes de physique. C'est aussi les travaux pratiques, qui ont une part assez importante. Et tout à l'heure, il en parlait, on a quelques personnes des FIE qui viennent nous voir pour la mécanique aussi. Donc ça, c'est un petit camembert qui résume un petit peu les pourcentages. Donc, vous voyez, en fonction des couleurs, vous voyez plutôt c'est l'année 2012. Et vous pouvez voir les différentes demandes de mécanique en fonction des groupes. Grossièrement, c'est vrai qu'optique atomique et optique quantique qui sont plutôt une bonne part de mécanique. Ouais. Alors, y a pas mal de groupes. Je vais quand même présenter un petit objet par groupe à peu près, pas les sous-groupes, hein, par groupe. Parce que ça fait beaucoup à force. Donc dans le groupe laser, vous avez vu, alors je présenterai que du virtuel, moi. Rien d'autre. Et pourtant, tout ça, ça a été réalisé, ça existe, c'est fabriqué et c'est utilisé. Donc on est capable, à partir de certains projets qui ont déjà été réalisés, de pouvoir soit les améliorer. Ça, c'est le petit boîtier avec le laser et les lentilles. Donc on peut améliorer les systèmes et donc on propose ces améliorations aux groupes qui en ont besoin. On a aussi juste à côté qui peut permettre d'ailleurs de mettre des micro-contacts sur les diodes et qui sont escamotables. Ça, ce sont des choses qu'on nous demande et qu'on arrive très bien à réaliser chez nous. Donc différents groupes, les groupes ne sont pas forcément dans l'ordre alphabétique, mais bon, vous allez voir, j'ai à peu près listé tous les groupes et les demandes de mécanique. Donc dans le groupe biophotonique, là c'est un petit système qui tient une lame, ou plutôt c'est des matériaux assez souples, et donc c'est pour ça qu'il y a 2 systèmes de ressort avec un mouvement en hauteur. C'est Michel, le mécanicien, qui a réalisé et fabriqué ce petit objet. Ensuite, dans le groupe Magnolia, ce qu'on sait faire aussi du point de vue numérique, c'est qu'on peut simuler les chemins optiques, vous mettre aussi des objets qui vous permettent de simuler des chemins optiques. En bas, vous avez un petit support pour la manip Rambio, justement, le petit support qui tient la cuve et la petite lentille. C'était pour Gilles. Dans le groupe NAFEL, on fait peu de mécanique pour le groupe NAFEL. Je ne sais pas si vous avez vu le camembert, mais on fait assez peu de mécanique pour le groupe NAFEL. Ça viendra peut-être. Et j'ai juste montré qu'on était capable aussi d'aller chercher dans les sites des pièces qu'on ne fabrique pas et qu'on ne dessine pas.
Donc il y a des objets dans la partie haute, des objets entiers que l'on trouve très bien sur les sites et qu'on peut rajouter à notre mécanique à nous, sans problème. Ensuite, ça c'est le groupe optique atomique, cette manip devrait être reconnue. Et ce qu'on peut faire, en tout cas, on peut fabriquer et concevoir des cuves, des systèmes, des chemins optiques. On peut associer, puisqu'il y a une partie qui a été faite par Florence, la partie de droite qui a été faite par Florence, la partie centrale avait été faite par David, le tube Zeeman, et ensuite l'autre partie, du moins sauf le petit objet là, mais l'autre partie que j'ai conçue. Et on a pu, grâce à SolidWorks, associer tous ces petits objets. C'est le même logiciel, donc de façon numérique, on pouvait faire tout ça. Ça existe vraiment quand même. Ensuite, dans l'autre groupe d'optique atomique, il y a la manip de Vincent. Et c'est pareil, visiblement, ils avaient décidé de retirer tout ce qu'il y avait au niveau de leurs petites cellules. Et on a reconstruit autour tous les chemins optiques et tous les systèmes, en tout cas, de mesure. Et cette manip est en cours de reconstruction où elle n'est pas assez... ça converge assez bien, ouais, ouais. Donc c'est quelque chose qui existe aussi, ouais. Donc on passe au groupe optique atomique. C'est pareil, il y a une association, le groupe optique atomique, qui avait décidé pas mal de choses via Yvan, Lucas. Et nous, on a réussi à associer nos dessins, nos réalisations. On sait faire par exemple des bobines. Ça, la bobine a été réalisée chez nous, la petite bobine orange. Et dont ils avaient besoin. Le reste avait été dessiné par Lucas. Donc on a fait des associations, en tout cas de façon numérique, sur des pièces. Et là, c'est un petit MCP, et on peut, en tout cas, grâce à des petits morceaux de métal, pouvoir mettre le MCP et puis mettre toute une cage de protection tout autour. Toujours dans l'optique quantique, ça c'est un résonateur qu'Alexei utilise. Et c'est quelque chose qu'on avait aussi modifié. C'est quelque chose qui existait, qu'on a modifié. Donc il y a des systèmes extrêmement stables au milieu du point de vue mécanique. C'est de l'invar et du verre qui n'a pas d'expansion thermique. Et on met des lentilles au bout, on ferme une boîte, on fait du vide à l'intérieur et on obtient en tout cas une cavité assez stable. Ensuite, pour le groupe SPIM, vous avez vu, je peux en tout cas, les différents groupes présenter tout ce qu'on a fait. Pour le groupe SPIM, c'était pour une thèse de Noura, dont je ne me souviens plus son nom de famille. Et c'est un interféromètre imageur infrarouge. Et donc toute la mécanique a été conçue et une bonne partie réalisée chez nous. Ce sont des pièces prismatiques, pas trop compliquées. Donc on a, du moins de façon numérique, on a réalisé pas mal de pièces. Ensuite, on passe au groupe Scope XUV où on a conçu et alors donc réalisé, mais à l'extérieur, tout un système qui permettait de refroidir l'évaporation métallique. Donc sur les parties cylindriques, il y a les métaux qui sont évaporés et ensuite déposés sur les substrats. Donc ça, c'est une manip qui se trouve toujours au 503, mais qui reviendra bientôt. Ensuite, donc, il y a des supports d'échantillons. Alors celui-ci est un peu particulier parce qu'il est réglable dans deux directions. On peut tenir des supports et avoir des tailles différentes de supports. Et en dessous, il y a un petit cache escamotable qui permet de faire des dépôts métalliques sur des parties seulement du substrat et pas tout. Et le dernier morceau de la partie mécanique était justement en 2009. Le grand pic 2009, c'était Raymond Mercier qui avait demandé de la mécanique pour qu'il puisse faire de l'érosion ionique hors axe. Donc on a conçu et fabriqué ce mouvement circulaire hors axe. Et voilà, cette partie fonctionne, donc Raymond en tout cas l'utilise. Et c'est quelque chose aussi qu'on a réalisé chez nous. Voilà. C'était le dernier poster. C'était bon ça? Avez-vous des questions particulières? Vas-y Christian. Ah, il n'y a pas de question. Vas-y Patrick. Excuse-moi Patrick.
contact avec, j'avais déjà vu en tout cas le responsable atelier du lac, qui en général, oui, cette machine numérique, on peut l'utiliser à plusieurs laboratoires. Là où tu poses la machine numérique, elle est utilisée par un seul mécanicien, c'est rare qu'il distribue. Par contre, on peut nous demander des pièces. Nous, on peut demander des pièces, en tout cas des pièces compliquées, parce que si on utilise une machine numérique, c'est pas pour nous faire des plaques à trous. Voilà. Non, mais tu as ah oui, absolument. Tu as raison. Non, on peut demander en tout cas des pièces qui susceptibles. Après, je sais pas. Ce qu'on avait discuté, c'était sur les créneaux. C'est toujours difficile d'obtenir un créneau. C'est d'abord le lac, c'est pas nous. Bon. Et c'est le lac ou c'est l'UMAT alors, ce sont des laboratoires qui appartiennent à un groupe qui s'appelle l'UMAT. Donc, il y a le lac, nous, l'ISMO. Donc il existe en tout cas une machine, une faiseuse à commande numérique qui est au lac. Tu peux évaluer approximativement quelle fraction est faite sur place et quelle fraction est distribuée? Alors, les années précédentes, c'était quasiment la moitié qui était fait ici, grossièrement, et donc on peut dire 2 tiers, 1 tiers. Et actuellement, on arrive à moitié-moitié. Moitié-moitié. Parce qu'à 3 mécaniciens, on arrive maintenant à faire pas mal d'usinage à l'intérieur. Du moins à l'institut de tri. Donc on équilibre moitié-moitié. En tout cas, pour 2013, ça ressemble à moitié-moitié. D'où on est consommateur de plus de matière, de plus d'outillage, de plus de maintenance, de machines-outils. Bon bah bonjour, hein. Alors moi déjà je vais pas vous montrer des photos en couleur parce que de la silice, hein, ça ne sert pas à grand chose. Je vous jure qu'il n'y a rien de virtuel et 100% est fabriqué dans l'atelier. Bon, alors l'atelier d'optique, il a la tâche de fabriquer des composants pour vous, les chercheurs, pour l'école, et puis aussi pour d'autres laboratoires. Vous allez voir ce qu'on va vous montrer, c'est souvent pour l'extérieur. Alors, durant ces années, c'est vrai qu'on a fait pas mal de retouches. Quand on travaille pour les TP, c'est souvent redéborder des lentilles, refaire quelques petits travaux comme ça. Moi, ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est c'est pas méchant ce que je dis, mais c'est des choses plus compliquées. Alors, je vais vous montrer un ensemble de mini-lentilles qui a été fait pour l'ONERA. Hein, un miroir segmenté. Et puis, ce que Franck vous a dit ce matin, on a la tâche de fabriquer les miroirs du télescope AUI de Solar Orbiter. Alors, les mini-lentilles. Alors, c'est le DOTA qui nous l'a demandé. On devait créer un capteur pour l'imagerie multispectrale. Alors nous, notre défi, parce que nous, les opticiens, c'est vrai qu'on aime bien quand c'est difficile à faire. Oui. Hein, donc, s'il y a un petit challenge, c'est vrai qu'on prend assez de plaisir. Alors, être en mesure de tétourer 20 lentilles qui vont aller dans une petite mécanique en 5 par 5. Et ce qui était surtout difficile, c'était de tenir le centrage optique de ces lentilles. Hein. Elles ont toutes une focale différente et un traitement différent, donc il ne fallait surtout pas les mélanger. Hein. Et je peux vous dire que oui, c'est pas très marrant non plus. Hein. Et donc garder le centrage le plus précis possible. Alors ça nous a amené, alors vous allez voir que pour faire des petites lentilles de 5 par 5, eh bien on a usé, en gros on a usé 15 kg de matière pour mettre autour, parce qu'on avait un bloc de 20 kg et donc il faut faire des cales énormes pour tenir les précisions, parce qu'on finit nos faces au polissage. Hein. Alors, et puis après, les monter dans une mécanique. Pas dire de méchanceté de la mécanique, mais il faut forcément un jeu pour rentrer dans lentilles de 5 par 5. Si on rentre dans 5 par 5, ça ne rentrera pas. Donc, il faut un jeu, et donc il a fallu recentrer tout. Hein. Alors, voici les mini-lentilles. Pierre connaît bien. Hein, alors, c'est un travail, on n'a pas l'impression comme ça,
Mais c'est un travail assez ardu à faire, hein, parce que pour travailler des mini-lentilles comme ça en gardant donc le centrage de la courbe, il faut des contreparties, ne pas abîmer les traitements, et puis aussi, pour les user, mettre des cales de même matière pour tout user en même temps. Très joli travail. Le deuxième, alors ça j'ai bien aimé, c'est la chaussée des géants. Pourquoi la chaussée des géants? C'est Raymond qui a trouvé ça. C'est pour rappeler, parce que vous allez voir que dans la photo d'après, ça rappelle la chaussée des géants, enfin ceux qui connaissent en Irlande du Nord. Bon, nous, c'est une chaussée des géants, mais pour les Lilliputiens, hein, parce que... Alors, c'est l'ONERA aussi qui nous l'a demandé, et là c'était créer un appareillage de référence pour tester les différentes méthodes de contrôle pour les lasers fibrés. Ça sert à d'autres choses, mais moi, ça, je ne sais pas. Hein, bon. Alors, ce qui nous intéressait, en fin de compte, c'était de faire un miroir segmenté qui a 206 marches, hein, et différentes, et qui vont les marches de une centaine de microns, c'est ça, une centaine de nanomètres à une centaine de microns. Je l'ai mis dans le désordre. Hein, et le problème pour fabriquer un miroir comme ça, c'est qu'il faut fabriquer, en fin de compte, ce qui ressemble à la chaussée des géants, des parallélépipèdes qui sont tous identiques, hein, où la surface du haut, c'est celle-là qui va être le miroir. Hein. Donc il faut qu'ils soient tous identiques en longueur, et après on va les mettre, et puis les angles parfaits, disons, enfin le plus parfait qu'on peut, hein, et on a obtenu, je crois, le 10e de seconde d'arc, vraiment, c'est ça? Voilà, c'est pas mal quand même à la main. Hein. Et après, eh bien, comme toutes les faces sont polies, les monter ensemble en conservant, disons, les franges d'interférence pour avoir le moins de défauts possible, parce qu'on comprend bien qu'en mettant les parallélépipèdes les uns à côté des autres, si on a un petit défaut angulaire, ben, ça va se répercuter. Hein. Donc, cette chaussée des géants, il y a Johanna qui l'a emmenée dernièrement, en ayant très peur de l'abîmer. Tu l'as bien contrôlé? Ah, tu t'es fait contrôler, tu t'es fait fouiller. Et donc aussi, il y avait un autre problème aussi, c'est que, eh bien, on nous demandait que les marches soient en arête vive. Donc, sur de la silice, c'est une matière à travailler très très sèche. Donc, bon, pour faire 79 parallélépipèdes, on en a fait 150, quelque chose comme ça. 200 120, c'est bien, pas si mauvais que ça. Et après, ben, le problème, c'est de les monter sans les abîmer. Hein? Oui. Alors voilà, maintenant on est sur l'instrument EUI, on travaille sur Solar Orbiter. Actuellement, c'est nous enfin, on a la tâche de fabriquer 9 miroirs monolithiques. Hein. Alors, Franck nous a montré FSI. Alors, FSI, voilà, c'est ceux-là, c'est ceux de gauche. Hein. Alors, pourquoi on en fabrique 3 pour 1 ? Parce que c'est du spatial, vous savez bien, il faut toujours un rechange. Donc, le problème, c'est qu'il faut les faire identiques. Et ça, à la main, parce que j'ai oublié de vous le dire, on travaille totalement à la main, nous. On n'a pas de machine numérique. On travaille sur un tour, pour ceux qui sont venus nous visiter, on travaille sur un tour à pédale de potier, quoi, si vous voulez, et on travaille à la main. Hein. Donc, toutes les précisions qu'on obtient sont des précisions qui sont des précisions manuelles. Hein. Alors, bon, Solar Orbiter, je ne vais pas vous le dire à quoi ça sert, parce que moi, le projet... Hein. Nous, ce qui nous intéressait, c'était donc de fabriquer des miroirs, 9 miroirs monolithiques, hein, en silice, et dont 3. Alors là, c'est Achéry, c'est les primaires d'Achéry qui sont faits, là, qui sont en train d'être contrôlés par Raymond. Ah, c'est un bon week-end, hein, Raymond. Et donc ceux-là, on nous demande... Ça, Raymond aime bien les défis aussi, surtout quand c'est pas lui qui les polie. De fabriquer des surfaces en régularité qui ont 1 nanomètre de déformation maximum. Faites-le à la main. Oui, RMS, heureusement.
Remes, la prochaine fois, il me le demandera en pic tout vallée, tu verras. Hein? C'est partagé, toi tu as un RLS d'un moment, moi aussi j'ai un. Oui, oui. Oui. Et Franck, il n'y a rien. D'accord, Franck? Hein? Donc actuellement, nous avons fini les miroirs FSI, qui sont des miroirs, comme il vous a dit, qui sont érodés hors axe. Et donc là, on n'en parle plus de cela pour nous, on est tranquille. Et maintenant, donc, on a fini les ébauches et le polissage. Donc maintenant, c'est en contrôle. Achéry, les 3 miroirs Achéry sont presque finis. Ils sont finis lundi soir. Hein, et il nous reste donc les secondaires de Achéry qui sont bon, un peu moins précis à faire. Hein. Pareil, aïe aïe aïe. Et j'oubliais de vous dire qu'on nous demande aussi une rugosité de surface de 2 Armstrong. Voilà, je vous remercie. Ah, j'ai oublié, excusez-moi. Oh là là, j'étais tellement pressé que j'avais fini, moi. Ah oui, alors l'avenir de l'atelier d'optique. Je ne savais pas si je devais en parler. Alors moi, quand je suis arrivé en 2005, nous étions 3 opticiens. Je ne sais pas si vous le savez, il n'y a plus du tout d'école, il n'y a plus de fabrique d'opticiens de précision. Hein. Et donc on a un gros problème pour recruter des opticiens de précision. Alors en 2005, on était 3, mes 2 collègues vieillissants sont partis. Hein. Et je me suis retrouvé donc seul. Il fallait qu'on trouve quelqu'un à former pour reprendre l'avenir de l'atelier d'optique. Et donc on a eu la chance de tomber, après plein de déboires, on a eu la chance de tomber sur Sophie, qui nous a été chaudement recommandée. Hein, et Sophie, apparemment, ça lui plaît, ça te plaît? Hein, 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 ça te plaît? Hein. Et donc, Sophie va passer bientôt un concours, vous le disiez, et elle est inscrite et elle va passer un concours d'AI. J'espère qu'elle va le réussir. Rien n'est gagné. Alors, à l'époque, je me suis fait aider parce que Sophie, c'est vrai que ça donne un travail supplémentaire hein, quand même. Donc, elle m'a donné beaucoup de travail, cette petite. Et donc, on va pas être méchant, mais pour le tout courant, on a été obligé de faire venir un opticien de précision, il en reste un, et qui était Patrick Chauffournier, que vous avez peut-être connu, et qui, lui aussi, il a eu la limite d'âge, hein, ça y est, c'est fini, et il est parti, il vient de partir en septembre, là, donc dans l'atelier d'optique, à ce jour, il en reste qu'un, et je serai celui-là. Voilà, donc j'espère que Sophie va pouvoir l'avoir, son concours. Et puis, j'aimerais, pour le prochain directeur, lui dire que Sophie ne pourra pas rester seule dans l'atelier d'optique hein, et qu'il faudra penser aussi à trouver quelqu'un d'autre aussi parce qu'il y en a un qui aura dépassé la limite d'âge aussi. Hein, et donc, elle ne peut pas se retrouver seule, c'est impossible. Hein. Bon, là, cette fois-ci, c'est fini. Bon, j'espère que vous n'avez pas de questions. Non. Oh non, non. Moi, j'ai une question peut-être. Vous avez parlé d'une précision nanomètre à la mètre, c'est très peu. Oui. Et alors, par rapport à une précision numérique, c'est quoi en termes de précision Une police. Ah largement mieux, parce que ce qui se passe, c'est que quand on a une polisseuse numérique, forcément, elle va faire un mouvement mécanique. Hein. Nous, ce qui nous intéresse dans le travail manuel, je ne vous connaissais pas, donc si vous avez le temps, vous venez nous voir. Hein. Hein. Et si on travaille manuellement, et donc ce qui se passe, c'est qu'en fin de compte, on a un mouvement totalement aléatoire. Et on fait réellement, tout ce qu'on fait, nous, c'est la main qui le fait. Et on a des supports de polissage qui sont extrêmement fins parce qu'on arrive à obtenir, nous on travaille sur de la poix, je ne vais pas vous faire un cours, hein, on travaille sur une résine d'arbre et les polisseuses numériques, elles, ne travaillent pas sur ces résines, elles travaillent sur des draps. Donc il y a une rugosité aussi. Bon, ça y est, j'ai fini.
je vais vous faire revenir au monde virtuel. Donc, je travaille au service modélisation et calcul scientifique. Comme vous l'avez bien remarqué, on n'est pas très nombreux. Et donc, ce que je vais faire en fait rapidement, parce que parler juste avant la pause café, c'est un peu difficile. Donc, à travers la description de la mission des services, j'essaierai aussi de présenter les principaux travaux. Donc, la mission principale, c'est le travail sur la modélisation. Donc, c'est un travail en forte collaboration avec un certain nombre de chercheurs, en particulier dans les groupes NAFEL et biophotonique. Donc, je dirais aussi particulièrement en fait, de la modélisation numérique pour la résolution des équations aux dérivées partielles et en particulier les équations de Maxwell. Donc, sur ces modèles-là, on essaie de les implémenter pour développer des codes de calcul en interne. Donc, c'est-à-dire, moi particulièrement, et avec d'autres collègues, je développe en particulier sous environnement MATLAB. Donc, cette partie-là, en fait, depuis quelques années, ça a abouti à un développement d'une sorte de toolbox MATLAB dédié aux simulations, modélisations en nanophotonique. Donc, le point suivant, donc en relation étroite avec les codes, c'est les moyens de calcul en interne. Je vais en parler après. Et j'assurerai aussi un peu les aspects calcul en externe, en particulier le point de contact avec la grappe de l'IMAT. Et dernier point, c'est la formation des jeunes chercheurs à l'utilisation des codes et aussi à travers les séminaires dédiés au calcul scientifique. Donc, côté modélisation, les travaux en fait sont en particulier basés sur la méthode modale de Fourier. Donc, c'est hérité des travaux de l'équipe de Philippe Lalanne et les travaux de Jean-Paul Hugounin. Avec mon expérience sur la modélisation par la méthode des éléments finis. Donc, on peut dire, en fait, on a marié les deux méthodes et ça a donné naissance à un modèle hybride qui, on va dire, à peu près cumule les avantages des deux méthodes. Et en particulier pour la modélisation des formes, des géométries complexes et aussi les métaux. Donc ces modèles, en fait, sont au cœur des développements de la toolbox baptisée Symphotonics. Donc pour la modélisation des structures périodiques ou non périodiques, en photonique et plasmonique. Donc si je parlais un peu que des derniers développements, ça concerne l'implémentation d'une méthode de réduction de modèles qui permet un gain de temps très important et la prise en compte en fait des phénomènes couplés à l'électromagnétisme des types thermiques et mécaniques. Donc depuis quelques mois, le labo est doté d'une salle de calcul métialisée. Donc ce n'est pas une salle en plus, ou bien des moyens en plus. Donc il y avait une certaine motivation à ça. C'est un peu d'assurer un service de proximité. Ah oui, un service de proximité, de favoriser les interactions entre utilisateurs et échanger leur expérience. La mise en commun d'outils logiciels, donc développer en interne ou bien des logiciels commerciaux, et à mettre à disposition des moyens de calcul pour des problèmes mi-lourds et réduire aussi, ça aide aussi à réduire le temps de développement. Donc ce qu'on dispose actuellement, c'est de 4 stations de calcul de haute performance liées en réseau local, 1 gigabit, avec un serveur de fichiers. Bien évidemment, tout ce qui est un peu après un calcul encore beaucoup plus lourd
on peut en utiliser par exemple la grappe de l'IMAT. Donc pour ne pas faire un listing des travaux, donc j'ai choisi des exemples. Le premier, c'est pour ce qui concerne des composants photoniques nanostructurés, donc des réseaux 1D ou 2D. Donc à votre gauche ici, c'est dans le cadre des travaux de la thèse de Nash Hamtouri dans le groupe biophotonique. Donc c'est un calcul assez lourd pour étudier à peu près 360 000 configurations pour le calcul de la nappe de sensibilité d'une biopiste en étudiant les deux paramètres, largeur de piste et largeur de fente. Donc aussi en réseau 2D, donc ce qui est 2D en fait c'est des géométries 3D. Hein. Donc par exemple ici c'est un exemple de nanosphère métallique, donc quelque chose qui est assez difficile à faire avec des méthodes modèles de Fourier, et avec cette toolbox qui a été aussi comparée avec un nouveau modèle développé par Jean-Paul Higounin qui s'appelle le modèle multipolaire. Le deuxième exemple, il s'agit en fait d'un émetteur infrarouge commutable et directionnel. C'est des travaux dirigés par Philippe Ben Abdallah et Henri Benesti. Donc, rapidement, c'est-à-dire c'est un système basé sur l'utilisation de dioxyde de vanadium, qui est un matériau à changement de phase. Donc, lorsqu'il est en phase cristallin, on a une petite émission comme ça, isotrope, très faible. Et si d'un moyen ou autre, on peut avoir un certain réseau avec des traits en VE2 amorphes. Donc l'émission devient beaucoup plus importante et directionnelle. Donc ce travail-là a fait l'objet d'un brevet il y a un an. Et pour en fait assurer cette transition, donc on peut imaginer plusieurs solutions. Une des solutions, c'est parce que la transition, ça se fait à peu près à une température donnée. Donc pour ce matériau, c'est autour de 70 degrés Celsius. Donc une des solutions, c'est de prendre un film homogène, la VO2, et déposer sur un substrat qui est, on va dire, structuré, donc entre silicium et SiO2, pour qu'ils ont en fait des capacités calorifiques différentes, permet de créer en fait des flux de chaleur différents. Ce qui fait si on injecte un courant dans ce film, donc il va avoir augmentation de température, et avec cette structuration qui est en bas, ça va générer en fait un gradient de température, et qu'il va en fait potentiellement créer des régions où ils peuvent être transités le VE2 cristallin en VE2 amorphe. Et donc ça, toute cette modélisation a été possible par un modèle de couplage électromagnétique thermique. Bon, après, il y en a d'autres exemples, je ne vais pas tout expliquer. Je vous donne la parole pour des questions, si vous voulez. Question ? Pour l'utilisation des codes que vous avez développés, est-ce qu'il est possible de devenir autonome dans l'utilisation d'un code comme ça assez facilement? Oui, bien sûr. Bah c'est pour ça que je dis qu'il y a une formation en fait. Donc, il y a aussi de la documentation qui appuie. Oui. Et est-ce que tu donnes des codes à d'autres gens dans d'autres laboratoires? Oui, en fait, il y a un utilisateur ou LPN dans le cadre d'une collaboration. Donc, c'est le projet avec Jean-Jacques Greffet. Et, bon, voilà. En principe, il devrait signer une charte de confidentialité, mais bon, il y a
il y a une confiance quand même entre les... Oui, oui, bien sûr. Oui. Bon, l'esprit de la création de cette salle-là, pour qu'elle soit mutualisée à l'échelle des labos, bien que les premiers contributeurs, c'était groupe NAFEL et groupe biophotonique, mais ça commence à être utilisé par un ou deux des groupes laser de façon plus ou moins occasionnelle et un des groupes optiques atomiques, marque chez nous. Donc après, bon, ce genre de rencontre, ça permet aussi de diffuser l'information et voilà, c'est ouvert à tout le monde. On a fait un peu de retard, je vous propose de réduire le temps de pause. Donc on recommence à 4h05.